Après la signature de l'armistice entre le gouvernement de Vichy et l'occupant en juin 1940, l'Allemagne contraint la France à lui livrer des matières premières en quantité importante. À la fin de l'année 1940, il est demandé au préfet de prévoir la mise en place d'un bureau départemental des réquisitions apte à étudier les problèmes de réquisition de toute nature. Des chaussures nationales vont alors être produites. Ce type d'article standardise des modèles à moindre coût, mais cette confection de masse va alors être malmenée par une accumulation d'éléments, manque de main-d'œuvre, pénurie des ressources, réquisition et pillage, mais aussi les lois anti-juives. En effet, nombre d'entre eux travaillaient dans le textile et le cuir, comme par exemple la marque André, qui va être alors placée sous administration provisoire, puisque cette marque était dirigée par un juif, et va donc produire pour le compte de l'occupant. Le 3 janvier 1941, le rationnement pour les chaussures civiles est imposé et des bons d'achat sont instaurés. Chaque civil a alors droit à des tickets remis par la mairie en fonction de son âge, de sa condition et de son activité. Les chaussures en cuir désormais soumises au coupon de rationnement obligent les bottiers à se réinventer. Liège, bois, chanvre, bakélite, caoutchouc, vinyle, raffia, plexiglas et même des cheveux récupérés dans les salons de coiffure, tout va y passer. L'exemple des chaussures est donc très représentatif de la pénurie de matériaux et du système D pendant la guerre. Les marchés aux puces deviennent une des solutions alternatives. Il est possible d'y faire des achats sans utiliser de tickets ou d'y pratiquer le système de troc. Petit à petit, les foyers comme les artisans vont alors user du système débrouille pour confectionner des chaussures avec des méthodes simplistes et des matériaux plus ou moins atypiques. À partir de 1941, des expositions voient le jour en France et ont pour objet de promouvoir des concepts de fabrication inédits, s'appuyant sur l'usage de matériaux jusqu'alors inexploités. L'esprit créatif des artisans tend à prouver que la mode et l'image du savoir-faire français restent vivants malgré l'occupation. À Paris s'est tenue l'exposition de la chaussure 41, dont certains modèles s'inspirent des sabots de nos paysans. Les chaussures sont toutes ici sans ticket. L'ingéniosité est reine. Nous voyons même la semelle en magnésium. Les talons en verre, incassables espérons-le, la semelle tout en bois souple. Grâce à cet esprit inventif des artisans parisiens, nos élégantes, on le voit, n'auront pas trop à craindre les restrictions d'aujourd'hui. Mais l'invention la plus représentative de cette période d'occupation est la semelle de bois rigide ou articulée, qui deviendra la référence de la chaussure de pénurie. Elles inspireront à Maurice Chevalier en 1942 la chanson La Symphonie des semelles de bois. J'aime le tap-tap des semelles en bois. Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Cette alternative s'impose aux fabricants car le coût de la matière première est très faible, la fabrication est très rapide et il est possible de se fournir en grande quantité. La semelle flex fait alors son apparition, un patin de bois strié à la scie automatique. La semelle rigide est également très présente, déjà existante, mais très raide. Si la marche n'est pas très agréable, le bois a pour vertu de s'user très lentement. Or, à une époque où la marche à pied est un des moyens de déplacement principal, elle est vite boudée chez les hommes. Chez les femmes, la semelle rigide perdure et devient même un accessoire de mode. Les semelles compensées deviennent alors les chaussures les plus courues du tout Paris. Cette semelle a également une adhérence non négligeable aux pédales de vélo. La semelle en liège, aussi très répandue, est plus appréciée car plus légère et moins bruyante. Les cordonniers se tournent également vers cette solution pour ressemeler les chaussures usées car le ressemelage a l'avantage d'être nettement moins cher qu'une paire neuve. En 1942, 20 millions de paires de chaussures à semelle de bois sortent des usines contre 9 millions seulement en cuir. Ces nouveaux articles sont très bas de gamme, provoquant gêne et parfois blessures. Fragile et conçue avec des matériaux inadaptés, elle cède très rapidement.
Le port des soquettes, d'abord imposé par la pénurie de bas et de collants, va devenir un allié précieux pour pallier au manque de confort. Les années 40 incarnent cette capacité qu'ont les civils à s'adapter de manière autonome face à des pénuries récurrentes. Ainsi, le fait main, ce qu'on appellerait aujourd'hui le do-it-yourself, envahit les rues. À la tête des relais du système D, les magazines féminins qui ne furent pas interdits sous l'occupation, les numéros offrent des recommandations, des schémas, des instructions, des tutos pour réaliser à la maison avec les moyens du bord des vêtements, chaussures, accessoires. On trouve très régulièrement des patrons dans ces magazines. Témoin atypique de la vie quotidienne d'une période difficile, à l'instar de la nourriture, le vêtement est difficile à se procurer durant l'occupation. Chez les professionnels du métier ou chez la ménagère, la chaussure a succombé à bien des transformations. On réalise à quel point un objet si commun peut devenir une véritable richesse. On peut aussi voir à travers les souliers une forme parfois de résistance passive, l'envie de rester élégant, notamment au travers de la mode Zazou, comme un pied de nez aux Allemands. Un grand bottier parisien a créé la chaussure lumineuse. Une pile dans le talon, une petite lampe sur le devant de la chaussure et la nuit, sur les passages cloutés, madame, vous serez vue de loin. Sur les trottoirs sans éclairage, voilà également éviter les collisions entre piétons.